Cette vidéo a pour but de décrire le processus d'achat, du devis jusqu'à la facture, et de recenser les diverses obligations qui s'y rattachent. Donc, pour un consommateur, ce qui est important de connaître avant l'acte d'achat, c'est de connaître évidemment le prix de la chose, les caractères essentiels du produit qu'il souhaite acheter, et aussi, quand il s'agit de travaux, la date ou le délai de livraison dudit produit. Pour que le consommateur soit parfaitement informé, l'obligation a été faite d'afficher les différents prix des prestations ou des articles que l'on souhaite acheter. Si la prestation est plus complexe ou plus personnalisée, on va parler alors d'un document qui s'appelle le devis. Ce devis, qui peut être utile, peut également être obligatoire dans certains cas. Donc, il va être obligatoire pour la réalisation de certains travaux, comme le dépannage, entretien, réparation, pour les prestations de déménagement, de location de voitures, funéraires, les appareillages auditifs et d'optique médicale, les actes de chirurgie, mais aussi pour un montant supérieur à 100 € par mois uniquement, les prestations de services à la personne, ménage ou aide à domicile. Quelles sont les mentions qui doivent obligatoirement apparaître sur le devis? Eh bien, évidemment, la date du devis lui-même, le nom et l'adresse de l'entreprise qui propose ce devis, le nom du client, etc., la date de début de la prestation et sa durée, un décompte précis de toutes les prestations qui vont être proposées, à la fois les pièces et les main-d'œuvre, les frais de déplacement et évidemment le total à payer qui sera celui qu'on devrait retrouver sur la facture. Pour certaines prestations, comme dans le bâtiment, où le devis est particulièrement complexe, l'entreprise devra préciser une date de fin de validité de la proposition, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine date, le prix proposé ne sera plus valable. Il faudra alors établir un nouveau devis. Donc le devis est un document qui est fourni par le vendeur. Attention, une fois qu'il est signé par l'acheteur, il engage juridiquement les deux parties. Dans certains cas, on ne parle pas de devis, mais on va parler de bon de commande. Un bon de commande, c'est un document qui est émis par l'acheteur et non pas par le vendeur, comme c'est le cas pour le devis. Là encore, ce bon de commande va décrire les différentes prestations ou produits que l'on désire commander et il engage aussi les deux personnes, l'acheteur comme le vendeur. Il peut se substituer au devis quand il s'agit d'une prestation peu complexe. À la suite de ce bon de commande, une fois que les produits sont livrés ou que la prestation est exécutée, on parlera ici de bon de livraison. Ce bon de livraison va permettre de matérialiser le fait que la prestation a été réalisée ou que les produits ont été fournis. Attention de bien s'assurer à chaque fois, si c'est une livraison de travaux ou une livraison de produits, que tout est conforme à ce qui avait été prévu dans le bon de commande ou dans le devis, avant de l'accepter. Donc, après ces étapes, devis, bon de commande, bon de livraison, on va passer à l'étape de la facture. Cette facture va être la preuve juridique de la transaction. Cette facture est évidemment obligatoire, elle doit être fournie par le vendeur ou le prestataire. Donc c'est une preuve juridique, c'est elle qui va nous permettre d'aller éventuellement devant les tribunaux s'il y a une contestation. Euh, elle va aussi préciser comment vont se faire les termes de la négociation et quel est le prix qui est dû par l'acheteur. Elle va servir aussi de justificatif à la comptabilité, hein, pour les entreprises qui tiennent une comptabilité. Et puis, elles vont mentionner un certain nombre éventuellement de remises. Alors, les remises, il y en existe de plusieurs sortes. Euh, il y a ce qu'on appelle des réductions commerciales ou des réductions financières. On va rapidement voir de quoi il s'agit. La remise commerciale, c'est une remise qui est accordée au client en fonction de la quantité achetée ou éventuellement du moment de l'achat dans l'année. Le rabais, lui, concerne plutôt des articles qui ont été détériorés à la livraison ou même avant l'achat et de fait ne sont pas parfaitement conformes aux attentes du client qui peut réclamer un rabais sur le prix initial.
La ristourne, elle, est une remise plutôt globale qui s'apprécie à la fin d'une période, mois, trimestre, année, en fonction des volumes commandés par le client. Enfin, l'escompte, attention, l'escompte n'est pas une remise commerciale, elle n'est pas liée à la quantité d'articles commandés, mais c'est une remise financière qui est proposée pour les clients qui payent comptant, alors même que l'entreprise leur propose habituellement des délais de paiement plus longs. Alors, la facture en elle-même doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Tout d'abord, toutes les informations relatives à l'entreprise, son nom, son capital, son adresse, mais aussi son numéro ciré, son numéro de TVA intracommunautaire et ses références bancaires. À l'opposé, on va trouver les coordonnées du client, toujours pareil, son nom, son adresse et éventuellement son numéro de TVA intracommunautaire, de façon à pouvoir faciliter les échanges entre pays de l'Union européenne. On va retrouver aussi les références de ce document, s'il y a eu un bon de commande, un devis, un bon de livraison. On va donc indiquer leur numéro. On va aussi préciser les informations relatives au paiement. Donc encore une fois, le bon de livraison qui a été validé, mais aussi à quelle date la facture doit être payée et comment. Obligatoire, attention, le numéro de la facture. Alors, ce numéro peut être chronologique, c'est-à-dire débuter à la facture 1 et ainsi de suite au fil de l'élaboration de facture, mais il est admis qu'on peut faire une numérotation chronologique à partir du 1er janvier jusqu'au 31 décembre et redémarrer à zéro l'année suivante en précisant dans le numéro de facture peut-être l'année pour commencer. Évidemment, dans les mentions obligatoires, il y a la notion du numéro de facture, mais aussi du lieu où la facture a été faite et évidemment la date de la facture. On retrouvera selon les cas aussi les références des articles qui ont été vendus avec leur désignation, éventuellement leur unité de vente, si ce n'est pas un article avec une pièce unique, mais si c'est des boîtes de 100 articles, sans bien des quantités en litres. Les quantités facturées au client, leur prix unitaire qui est le prix du catalogue, la remise éventuelle qui est accordée par rapport au prix catalogue, et on est ici sur des remises commerciales, le prix remisé, le prix de départ moins la remise consentie, et enfin le prix hors taxe. Tous les prix hors taxe vont s'ajouter et on va appliquer à ces prix hors taxe le montant de la TVA au taux qui correspond au produit ou à la prestation qui a été délivrée. La facture doit également comporter une clause de réserve de propriété, c'est-à-dire qu'on mentionne au client que tant que les produits qui ont été livrés et facturés n'ont pas été payés, ils restent la propriété du vendeur, qui peut éventuellement venir les reprendre en cas de non-paiement. On va trouver aussi les conditions générales de vente. Donc les conditions générales de vente, qu'on ne trouve pas forcément sur le recto de la facture, mais plutôt au verso, vont répertorier toutes les informations nécessaires à la transaction, c'est-à-dire un petit peu les termes du contrat de vente, et qui vont définir le cadre juridique de la transaction. C'est un cadre juridique qui protège à la fois le vendeur et l'acheteur, et qui limite la responsabilité de chacun. On y trouvera aussi le tribunal compétent en cas de litige, qui est souvent le tribunal du lieu du siège du vendeur. Sur la facture, on va trouver aussi, et ça c'est obligatoire, la mention des pénalités en cas de retard de paiement. Cet article ici, dans cet exemple, les modalités de pénalité de retard sont prévues dans les conditions générales de vente. Il faut savoir qu'en général, il y a un montant forfaitaire et un montant en pourcentage en fonction du retard consenti. Le délai de paiement par principe est 30 jours maximum. Il y a donc des pénalités qui sont appliquées par le vendeur. C'est des pénalités qui sont obligatoires, que vous retrouvez ici en détail, et que le vendeur est tenu d'appliquer pour que les délais maximum de paiement soient respectés par les acheteurs. Voilà, cette vidéo est à présent terminée.
Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.